Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être déplacés à cette conférence qui est donc ma deuxième. Et je remercie Maxime de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet d'Internet qui me tient à cœur. Avant de commencer, sachez que je vais évoquer l'Internet et en quoi il diverge des autres médias qui sont nés avec l'époque moderne et l'industrialisation en citant des personnalités importantes. Ensuite, j'évoquerai l'Internet aujourd'hui avec les entreprises, les entités qui tirent les ficelles, les personnalités qui en abusent également, comme les influenceurs, les célébrités, tous médias confondus et les patrons du numérique. Et pour finir, je terminerai sur les possibilités d'avenir proche de l'Internet moderne, s'il faut s'en débarrasser et les éventuelles solutions. Je ne parlerai pas ici de l'industrie du sexe et de la pornographie sur Internet qui fera peut-être l'objet d'une longue conférence, car c'est un vaste sujet. Aussi, c'est une analyse personnelle et non exhaustive que je vous présente. Je vous propose donc de la dérouler et d'échanger à la fin. Alors pour commencer, je vais vous faire une présentation brève de l'Internet en tant que média, parce que tout le monde y va de son petit commentaire, de son petit avis depuis maintenant 30 ans. Les gens en général n'ont pas vraiment de définition précise de l'Internet. Déjà, il faut savoir que c'est un média agrégateur, c'est-à-dire que c'est une entité qui regroupe plusieurs grandeurs ou flux en un seul. Selon les journalistes Jean-François Fogel et Bruno Platine, c'est un média ultime. Selon le sociologue Jean-Louis Missika, c'est plutôt un média éponge, englobant les différents supports. Les forces de l'Internet sont une couverture mondiale, un coût limité, de multiples possibilités d'action, des cibles bien identifiables, des actions et réactions quasi instantanées. En revanche, les faiblesses sont des images parfois et même souvent difficiles à contrôler, absence encore de certaines cibles et l'habitude du tout gratuit. Aujourd'hui, 90% des systèmes de communication passent dans les câbles sous-marins. D'un point de vue plus spirituel, l'Internet, via le package universel ou bagage universel en français, permet à l'humanité aujourd'hui d'échanger des informations, de communiquer sans problème et de pouvoir se comprendre. Mais il faut bien comprendre que même la bibliothèque d'Alexandrie, avant son incendie, n'avait pas autant d'informations qu'Internet aujourd'hui. Jamais dans l'histoire, une invention n'avait autant réuni l'humanité, au point que chacun se comprenne, excepté dans l'Ancien Testament lors de la création de la tour de Babel. Alors, petit rappel, les humains voulaient dépasser Dieu et Dieu leur a donné des langages différents de celui qu'ils avaient en commun. Et cela a stoppé la construction d'une des plus grandes effigies bibliques. Aujourd'hui même, nous voulons dépasser Dieu, non seulement par le tout dématérialisé, mais aussi par l'homme augmenté, donc le transhumanisme. L'étape finale de l'Internet, telle que nous le connaissons aujourd'hui, c'est de finir, pour ceux qui ont la référence, comme Luke Skywalker dans l'épisode 8 de la Guerre des Étoiles. Alors je rappelle la scène. Luke Skywalker, à la fin du film, projette une image de lui à une distance lointaine et il finit par disparaître, ne faisant plus qu'un avec la Force. Eh bien nous, ce sera à peu près pareil. À l'étape finale, on disparaîtra et on atteindra une certaine éternité en fusionnant avec le cloud et en transmettant notre mémoire dans un ordinateur ou une machine. C'est ça la finalité d'Internet. C'est parti comme c'est, actuellement, je veux dire. L'Internet d'aujourd'hui se compose en 3 parties. 4%, c'est le web visible qui est indexé au moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on peut y accéder par les moteurs de recherche que tout le monde connaît, Brave, Cloud, DuckDuckGo, etc. 90%, c'est le deep web qui n'est indexé qu'à moitié au moteur de recherche. Et le 6% restant, c'est le dark web qui n'est pas du tout indexé. Les sites web profonds sont accessibles directement par les URL ou autres adresses électroniques, les adresses IP, mais peut nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'autres informations de sécurité pour accéder au contenu réel. Ces sites ont des utilisations telles que le courrier web, les services bancaires en ligne, le stockage du cloud, le nuage d'Internet, accès restreint médias sociaux, pages et profils, et certains forums web et langages de code qui nécessitent une inscription pour la visualisation du contenu. Il comprend également à la carte des services tels que vidéos à la demande et quelques magazines et journaux en ligne. Ces activités criminelles comprennent le commerce de mots de passe personnels, le commerce de faux documents d'identité, il y a également le trafic de drogue, le trafic d'armes à feu et aussi la pornographie juvénile. Depuis lors, après leur utilisation dans les reportages des médias sur le site web du marché noir, qu'on voit comme une route de la soie, les médias ont généralement utilisé le terme profond web, synonymement avec le dark web ou darknet, une comparaison que certains rejettent comme inexacte et par conséquent devenue une source de confusion permanente.
Alors que le web profond fait référence à tout site accessible par un moteur de recherche traditionnel, le dark web est une partie du web profond qui a été cachée intentionnellement et est inaccessible par les navigateurs et les méthodes standards. Le dark web, aussi appelé web clandestin ou encore web caché, est le contenu de réseaux superposés qui utilisent l'Internet public, mais qui sont seulement accessibles via des logiciels, des configurations ou des protocoles spécifiques. Les darknets qui hébergent le dark web incluent de petits réseaux ami-ami de pair à pair, ainsi que de grands réseaux populaires tels que Freenet, I2P et Tor, qui sont gérés par des organisations publiques et des individus. Les usagers du dark web appellent le World Wide Web le ClearNet, parce que les adresses IP des internautes et des serveurs y sont habituellement transmises en clair. Le dark web Tor, ou The Onion Route, la route de l'oignon, est parfois aussi appelé Onionland, la terre de l'oignon, en référence au suffixe .onion, des adresses URL de ce réseau. En décembre 2020, le nombre de sites Tor actifs fut estimé à 76 300, contenant beaucoup de copies. Parmi ceux-ci, 18 000 auraient un contenu original. Elle joue sur la métaphore de l'ombre pour décrire le fait que les protocoles réseau y dissimulent l'identité des internautes, mais aussi et surtout pour inciter sur les usages illégaux les plus sulfureux de ces réseaux, notamment la vente de drogue. On retrouve cette métaphore dans l'expression « marché noir » en français. En outre, l'expression « dark web » recouvre plusieurs réseaux et protocoles très différents, et pas nécessairement interopérables. Alors, d'un point de vue historique, le début de l'Internet. Il faut retourner dans le temps, dans les années 30. Durant la Seconde Guerre mondiale, deux hommes vont marquer l'histoire. Le premier est John von Neumann, un mathématicien hongrois ayant fait ses études en Allemagne. D'ailleurs, on sous-estime trop souvent la Hongrie qui a apporté beaucoup de mathématiciens. Il crée en 1939, pour le compte du Troisième Reich, le tout premier ordinateur de l'histoire, Enigma. Aussi le premier ordinateur électromécanique. Cet engin révolutionnaire pour l'époque, faisant la taille d'une machine à écrire, permit aux puissances de l'Axe de mieux coordonner leurs mouvements et de garder l'avantage grâce au cryptage des messages. En 1942, alors que l'Axe gagne sur tous les fronts, un Britannique, Alan Turing, crée le premier ordi électronique, The Bomb, un ordinateur faisant 2 fois la taille d'une armoire, beaucoup plus avancé. Alan et ses acolytes mathématiciens déchiffrent le code de la machine ennemie en 1943. Les Alliés arrivent à mieux communiquer et anticiper les mouvements de l'adversaire et ainsi à gagner la guerre, raccourcissant ainsi la Seconde Guerre mondiale de plusieurs années et évitant des millions de morts supplémentaires. John von Neumann et Alan Turing vont être les pères fondateurs de la technologie qui sous-tend l'intelligence artificielle, car avec ces deux prototypes d'ordinateurs sont créés aussi les premiers algorithmes. John von Neumann, en 1940, partira très vite pour l'Amérique et travaillera pour les plus importants centres de recherche scientifiques américains. Il participera également au projet Manhattan, projet anglo-saxon sur la création de la bombe atomique, et la conférence Messi, sur la guerre psychologique contre les peuples pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial. À partir de la guerre froide, Internet va évoluer et se perfectionner en même temps que la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. En 1952 est créé LAN, LAN, pour Local Area Network, ancêtre du World Wide Web et utilisé jusqu'en 1990, donc pendant 38 ans. À l'époque, il faut 4 conditions pour faire un réseau LAN. Il faut le même fabricant, ou le même constructeur, c'est pareil. Les ordinateurs doivent être programmés avec le même système d'exploitation. Ils doivent être programmés avec le même langage de programmation et doivent être connectés avec des matériaux issus du même fabricant, des périphériques de connexion. En 1961 est créé le bagage universel par DARPA pour que tout le monde qui utilise Internet puisse se comprendre. À ce moment-là, c'est la plus grande innovation technologique de l'humanité moderne, symbolisant l'arrivée grandissante de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation. L'ubérisation qui détruit aujourd'hui la société et le monde de production traditionnel. On voit donc l'émergence du cloud qui stocke des données, les partage, les utilise, les sauvegarde, les échange, les traite. Et depuis 1980, on stocke des données sur des serveurs distants. Alors qu'à la base, il fallait qu'ils soient connectés par câble.
Pour ce qui est de l'Internet moderne, qu'on appelle le World Wide Web, qu'on utilise aujourd'hui, qu'on reconnaît dans les adresses, quand on tape dans la barre d'adresse d'un moteur de recherche, on voit 3W. C'est ça. Eh bien, il fut créé le 17 mars 1989 par le Britannique Tim Berners-Lee, dans le canton de Genève, en Suisse. Il travaille à l'époque au CERN en tant que physicien et informaticien. Quand il crée le World Wide Web, il a l'idée de proposer son invention à de grandes puissances. Et tout d'abord, il va se tourner vers la France. Parce qu'en tant que Britannique, il est francophone, francophile et marié à une Française. Et à l'époque, il propose son invention, à l'époque, dans les années 90, c'était le gouvernement de François Mitterrand. Il propose son invention au gouvernement français qui le rejette. Parce que nous, à Français, un peu prétentieux comme nous sommes, nous avions déjà le Minitel. Donc on l'a un peu, voilà, on les dit, on s'en moque de ton invention, on a déjà ça. Donc Tim ira voir les Américains et les hauts gradés de l'armée US qui lui proposeront d'acheter son invention à des buts strictement militaires. Mais lui pose sa condition pour que celle-ci puisse être utilisée par tout le monde. À partir de là, la dématérialisation des échanges s'accentue. Alors, petite parenthèse, dématérialiser et digitaliser, ça veut dire exactement la même chose. Et l'accentuation des échanges, qu'on appelle aussi le turbo effect. Internet va devenir à ce moment-là une technologie universelle qui supprime les contraintes temporelles, spatiales, matérielles et linguistiques. La transformation des échanges et du réel se fait en chiffres, qui est le langage de l'ordinateur ou le langage binaire. 01, 01, 01, etc. Enfin, vous voyez. ARPANET est le premier réseau de transfert de paquets de données conçu aux États-Unis par la DARPA. DARPA pour Defense Advanced Research Projects Agency. Mais ce n'est pas le premier. Le premier serveur mis en place par DARPA pour l'armée américaine est baptisé Skynet, comme dans Terminator. La dernière grande intervention de Tim Berners-Lee date de 2021, où il affirme que la toute-puissance des géants du numérique ne peut pas durer. De plus, en plus de Tim Berners-Lee, on a aussi d'autres grands savants et les grands de ce monde qui nous disent ce qu'il y a à savoir. Il faut les écouter. Alors tout d'abord, je peux vous citer Gordon Moore, qui est un entrepreneur américain, fondateur et PDG de Intel, fabricant de processeurs, donc les puces électroniques. Les employés qui fabriquent les processeurs sont appelés les fondeurs. Le premier processeur de l'histoire s'appelle IBM PC et créé en 1981. En 1958, Gordon annonce que tous les 18 mois, la puissance des processeurs double. Mr. Planck, on a aussi. Mr. Planck qui est né en 1858 et mort en 1947. C'est un physicien allemand qui affirme qu'en 2010, les limites de la physique de la fonderie des processeurs sera atteint. Elle ne pourra pas aller en dessous des 20 nanomètres. Donc 20 nanomètres en centimètres, ça fait 0,0000002 cm. Dans la miniaturisation, on ne peut pas aller plus loin. Sinon, après, c'est le néant, quoi. On a aussi Joseph Stiglitz, un Américain connu pour avoir mis en place la théorie du microcrédit. Ce sont des mini-banques qui consistent à prendre des petits montants, donc à s'endetter à plus ou moins long terme pour que les gens montent leur entreprise et grimpent dans la société. Nous avons aussi, parmi cet Allemand et ces Américains, nous avons 3 prix Nobel français. On a déjà Jean Tirole, qui a eu le prix Nobel en 2000, Thomas Piketty en 2010 et Esther Duflo en 2019. Ils ont démontré après 10 dizaines d'années d'études la concentration de la richesse et l'augmentation des inégalités actuelles. Pour preuve, aujourd'hui, 100 personnes ultra riches au monde possèdent 50% de la Terre. En ce moment. Les autres terriens, environ 8 milliards, se partagent l'autre moitié. Donc les élites n'ont jamais été aussi riches qu'avant dans toute l'histoire de l'humanité. En 2001, on assiste à l'arrivée du premier smartphone qui inclut les applications avec réseau 3G. Alors, premier smartphone entre guillemets, parce que officieusement, le premier smartphone à être créé, c'est le Simon IBM. C'est le premier smartphone créé par IBM, la multinationale américaine, dont les PDG à cette époque, notamment Monsieur Lou Gerstner, est un ancien du groupe Bilderberg. Et celui qui l'a précédé sera après un des hauts responsables de la banque Lehman Brothers, qui fera faillite en 2008.
En 2007, Apple démocratise les smartphones avec obsolescence programmée via un marketing et une façon de fabrication unique, notamment par l'exploitation des enfants en Chine. Plus tard, le géant chinois Huawei copiera le système de fabrication américain, cette fois basé sur ses importations africaines. Et c'est à ce moment-là qu'est créée la culture du tout de suite. Les smartphones nous donnent accès à la base de données mondiales, d'informations en quelques secondes. Les consommateurs sont donc plus exigeants en matière de satisfaction immédiate. Non seulement les gens attendent des réponses rapides aux communications, c'est pourquoi de nombreuses marques utilisent désormais une plateforme de texto professionnelle pour envoyer des messages à leurs clients, mais ils veulent également accéder au processus d'achat de tout bien ou service facilement et instantanément. Et ça fait le bonheur d'une catégorie de gens en particulier, c'est les annonceurs. Les smartphones et les applications qui s'y trouvent ont ouvert aux annonceurs un espace totalement nouveau pour diffuser du contenu. Les revenus générés par les publicités mobiles sont considérables et deviennent le pain et le beurre de nombreuses entreprises. Près de 80% du temps passé sur les médias sociaux l'est sur des appareils mobiles. Ce changement radical a poussé des millions d'entreprises à se ruer sur les réseaux sociaux et à consacrer leur temps et leur énergie à interagir avec leurs clients dans cet espace. Les téléphones, au même titre que les autres systèmes de communication, évoluent en même temps que la robotique, qui symbolise à elle seule la digitalisation des données jusqu'à celle d'une vraie personnalité. Le monde de la robotique, donc qui est intrinsèquement lié au monde du digital, est en plein boom économique aujourd'hui et est composé de 3 piliers. Nous avons les ordinateurs, les capteurs et les actionneurs. Le monde du digital se compose lui aussi en 3 parties. On a l'industrie du logiciel, qu'on appelle en anglais le software, les services, donc les gestions de projets, et le matériel informatique, en anglais le hardware. Ces offres reposent sur une dizaine de technologies proposées par les grandes entreprises multinationales de l'Internet. Et parmi celles-ci, nous avons 4 multinationales qui font fortune dans le digital et qui sont reconnues mondialement dans l'audit financier. On les appelle les Big Four, les 4 grands, qu'on appelle la Big Tech, les GAFAM. Alors nous avons Deloitte Touch Tohmatsu, qui est une multinationale basée à Londres, qui est spécialiste dans l'audit financier et les services. Nous avons EY pour Ernst Young, aussi basé à Londres. On a KPMG aussi, basé aux Pays-Bas, mais qui est présente dans 143 pays et qui est de langue anglaise. Et nous avons aussi PwC pour PricewaterhouseCoopers, basé aussi à Londres. Alors, quand je disais que 98% des informations et des communications passaient par les câbles sous-marins, c'est là le nerf de la guerre. Alors, mais même si ça ne date pas d'hier, parce que le tout premier câble sous-marin de l'histoire est installé en 1851 entre la France et l'Angleterre, pour faire le lien entre la bourse de Londres et le reste du continent européen. Donc, c'est essentiellement à des buts économiques et financiers. Le tout premier câble transatlantique relie l'Irlande au Canada en 1858. Et le tout premier câble transpacifique reliant l'Australie aux États-Unis est posé en 1902. L'idée de la rapidité de la communication à des fins civilisationnelles, politiques puis économiques passera donc par le génie occidental. Aujourd'hui, plus d'1 million de câbles traversent les mers et les océans. De quoi faire plus de 30 fois le tour de la Terre. En 2022, il y a 450 câbles qui connectent le monde entier, ce qui représente 95% de nos communications. Les 5% restants passent par les anciens médias. Les zones du monde où se trouvent le plus de câbles sous-marins sont l'Amérique du Nord, qui relie l'Europe entière, les pays européens ayant le plus de points d'entrée, donc le plus de stations d'atterrissage, où atterrissent les câbles, sont le Royaume-Uni et la Norvège. Parce que les Britanniques sont les meilleurs alliés des États-Unis depuis toujours, et la Norvège, qui est très américanophile, représente pour les Américains la porte d'entrée vers le pôle Nord pour infiltrer le jardin russe. Sans surprise, tous ces câbles sont financés par les GAFAM. Le plus important d'entre eux est le câble reliant la côte est des États-Unis à Bilbao, en Espagne, et financé par Microsoft et Facebook. Beaucoup de câbles aussi font le lien avec le Moyen-Orient, passent par l'Asie du Sud et du Sud-Est pour arriver en Asie de l'Est,
qui est aujourd'hui le nouveau centre économique mondial. Les derniers continents à être connectés sont l'Afrique et l'Amérique latine. L'Amérique du Nord reliant l'Amérique latine, ainsi les États-Unis peuvent avoir la mainmise numérique sur ce qu'ils considèrent comme leur précaré naturel. Les câbles sont obsolescents car les flux de données n'arrêtent pas d'augmenter. La durée de vie d'un câble en moyenne est de 25 ans. Aux États-Unis, on trouve les 10 plus gros serveurs racines. C'est ceux qui trient notre navigation Internet. Alors au niveau mondial, on en a 13. Un au Japon, 2 en Europe, et les 10 autres, c'est des Américains. Donc c'est ce qui montre bien la suprématie des Américains au niveau de l'Internet. C'est eux qui décident ce qu'on a le droit de voir ou pas. Les noms de domaines comme .com et .org sont attribués à Lisan ou Lican. C'est une société de droit californien qui décide de la régulation d'Internet. 80% des données mondiales transitent par les États-Unis. Mais les services secrets, notamment occidentaux, ont aussi leur part du gâteau. Par exemple, la DGSE, avec les câbles sous-marins qui passent par Marseille, ont une surveillance accrue en Méditerranée en direction du Maghreb et du Moyen-Orient. Le Brésil, la Russie et la Chine arrivent aussi à échapper à ce qu'on appelle les 5 yeux, qui est une organisation de surveillance qui ont été créées dans les années 50 et qui regroupe tous les pays anglo-saxons. Pour échapper à l'espionnage anglo-saxon, ils arrivent à échapper en créant leur propre câble pour des centaines de millions de dollars. Par exemple, en 2021, le câble Elalink reliant le Brésil à l'Europe a coûté 185 millions de dollars. Toujours en 2021, le câble PIS pour P, reliant la Chine à l'Europe en passant par l'Inde et le Pakistan pour étendre la route de la soie, en a coûté le double, voire le triple. La Russie, quant à elle, ne possède que 4 câbles la reliant au reste du monde. Un avec la Finlande, un avec la Géorgie, dans le Caucase du Sud, et 2 avec le Japon. Et si vous vous demandez à quoi ressemble un câble contient plusieurs paires de fibres optiques de la taille d'un cheveu, permettant la transmission d'informations par pulsation de lumière. Les brins de fibres sont soudés bout à bout et enserrés dans une série de couches de plastique ou d'aluminium ou de cuivre pour assurer l'étanchéité et maintenir la température et la pression pour résister au fond marin. Le diamètre des câbles font 10 cm et tous les 70 km, un répéteur, c'est un appareil qui amplifie le signal, est fixé. Quand le câble arrive à un point d'entrée sur une zone côtière, il a une armure supplémentaire pour résister aux ancres, aux saboteurs et aux requins. En 2017, 40% de la population mondiale n'avait pas accès à Internet. Le 16 novembre 2022, la population mondiale a atteint 8 milliards de personnes. Parmi eux, plus de 5 milliards d'utilisateurs uniques pour Internet, ce qui représente plus de 60% de la population totale. Et quand je parle de langage universel pour Internet, c'est forcément le langage binaire, mais tout le monde ne le maîtrise pas. Et il faut bien qu'une langue domine les autres. Et c'est là que vient une certaine discrimination linguistique. Et les langues les plus utilisées sur Internet dans le monde en 2022 sont donc l'anglais à 25%, le chinois mandarin à 15%, l'espagnol 7%, le français 3,5%, l'hindi 3,5%, le portugais 3%, le russe 3%, l'allemand 2,5%, le japonais 2,5%, l'arabe 2,5%. Et toutes les autres langues doivent se partager les 25,7% restants. Donc nous avons 10 langues qui dominent en gros le nouveau système de communication qui est Internet et donc en partie le monde. Les 9 pays hébergeant le plus de data centers en 2022 par ordre décroissant sont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, le Canada, l'Australie, les Pays-Bas, la France et le Japon. L'anglais est utilisé majoritairement sur Internet pour des articles scientifiques, les articles sérieux d'information sur le numérique et les conférences. Si l'anglais est surutilisé, c'est surtout pour les échanges scientifiques et les scientifiques de langue française l'utilisent aussi pour pouvoir être lu notamment par les Indiens, les Africains anglophones.
même si le domaine scientifique perd en crédibilité depuis le Covid. La langue anglaise est un colosse au pied d'argile malgré tout, et la plupart des internautes utilisent l'anglais à contre-cœur pour communiquer. Donc, ce qui m'amène à la guerre civile des réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, tout est question d'addiction et de géopolitique. C'est ça le plus important. Et là, j'ai une petite capture d'écran que j'ai gardée avec moi du journal The A-Register, donc qui date de 2010, où le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a appelé les utilisateurs de Facebook des dumb fucks, c'est-à-dire des imbéciles. Parce que pour lui, nous ne sommes que des gens qui donnent nos données personnelles gratuitement. Et bon, c'est pas les choses les plus intelligentes à faire. On se rappelle tous d'ailleurs en 2018 du procès de Mark Zuckerberg au Congrès américain pour s'expliquer sur les dérives de Facebook et les collectes et les reventes de données. Alors là, je vais vous faire une antithèse de l'enquête que l'on nous a servi sur France 2 avec Laurent Delahousse à l'époque. Donc je vais vous faire un résumé très bref en 2 lignes. Oui, Mark Zuckerberg collecte les données de ses utilisateurs pour le compte de la CIA, mais le gouvernement américain en a malgré tout besoin pour espionner les autres pays, notamment la Chine. C'est tout. Et parmi les gens qui travaillent à Facebook, nous avons un Français qui s'appelle Yann Lequin en ce moment, qui est surdiplômé, qui s'est exilé en Californie, qui travaille pour Facebook sur le métaverse. Et pour ça, il est devenu une star nationale, il a reçu le prix Nobel de l'informatique. Et si vous vous demandez pourquoi les réseaux sociaux sont tellement connus et pourquoi ils sont gratuits, c'est principalement par la publicité. Il suffit de voir la différence des tarifs de pub entre la télé et l'Internet. Les tarifs de diffusion d'un spot publicitaire sur TF1 oscillent entre 5 000 et 16 000 euros le matin ou l'après-midi en semaine, de 16h à 18h. Et entre 10 000 et 30 000 euros en access prime de 18h à 20h et le week-end. À l'opposé, chaque format ou objectif publicitaire sur Instagram a un coût différent. Les publicités au coût par clic tournent autour de 64 centimes, tandis que les publicités par impression peuvent atteindre 6 euros. Donc la différence est énorme, ça saute aux yeux. Les réseaux sociaux sont les canaux de communication de l'Internet visibles, qui ne compose que 4% de l'Internet mondial, mais est surutilisé par une majorité de la population. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le malaise psychologique, qui sont engendrés par les réseaux sociaux, parce que sinon on y est encore demain. Mais en résumé, il crée chez chaque personne ce que l'on appelle un effet bulle, où chacun se retrouve conforté par les algorithmes au contenu qu'il aime. Parce que chaque réseau social est fabriqué avec des algorithmes pour nous rendre accro et qu'on reste le plus possible dessus, le plus longtemps dessus. Ils monétisent notre temps. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, par les algorithmes au contenu qu'il aime, ce qu'il veut voir, écouter et entendre, il est tout le temps en désaccord avec les opinions des autres, qu'il peut donc rejeter facilement à distance ou les insulter en créant de la haine en ligne, soit sur une personne ou sur un produit. Sur Internet, la haine fait toujours plus de clics. Sans oublier, bien sûr, les arnaques des influenceurs très attachés à leur placement de produits, qui sont leurs principaux fonds de commerce, et qui sont d'ailleurs aujourd'hui menacés dernièrement, après avoir soutenu Macron pendant le confinement. Les arnaques, les détournements insidieux par les designs obscurs, qu'on appelle en anglais les dark patterns, qui nous obligent à payer, sans compter, les ventes d'accessoires inutiles pour les PC. Parce que bien sûr, Internet, c'est un domaine, un secteur en plein boom. Et quand il y a un secteur en plein boom, forcément, il y a des arnaques. Et il y a des accessoires qui sont tous plus utiles les uns que les autres. Ou alors qu'on en a qui sont pas nécessaires. Notamment, le plus bel exemple qu'on a actuellement, c'est les AirPods. C'est les écouteurs sans fil. L'utilisation des réseaux sociaux n'a fait qu'augmenter le mal-être, le manque d'affection et la déprime chez toute une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes, sans parler des problèmes physiques et mentaux. Cette recherche constante d'attention, surtout chez les jeunes femmes, entraîne du narcissisme exacerbé. D'ailleurs, tous les sages vous le diront, le narcissisme, c'est le signe de la fin d'une civilisation, depuis toujours. Aujourd'hui, la stratégie pour toute grande nation concernant le numérique, c'est le même que pour ses matières premières. Se rapprocher de ses homologues,
mettre en place un contrôle strict de tout ce qui circule, bloquer ou limiter les réseaux sociaux étrangers et développer ses propres systèmes informatiques, tels que les systèmes d'exploitation, les logiciels, des applications responsives aussi. Responsive, c'est autrement dit qui s'adaptent aux 3 supports numériques différents qui existent. Des supports numériques propres à leurs règles et leurs lois également. Et bien sûr, les politiciens marchent dedans. Alors, si Emmanuel Macron s'est qualifié en 2017 et en 2022, c'est pas en particulier à cause de ceux qui ont voté pour lui. C'est surtout grâce à l'aide des big data, en guidant les choix des gens, les manipulant par les chiffres et les données. Et on a par exemple LMP, qui fait partie de ces nombreuses startups parisiennes non rentables mais gourmandes en subventions qui l'ont aidé à cela. Ils peuvent caractériser le quartier en termes électoraux et sociologiques avec un logiciel créé par le PDG Arthur Müller. À l'époque, le staff de campagne a superposé plusieurs infos bloc par bloc pour savoir qui a voté pour qui, connaître les âges, les jeunes familles, retraités et actifs, et on donne une note à chacun, et plus la note est haute, plus on peut aller les voir. Et monsieur Arthur Müller appelle ça de la démocratie. En parlant alors que il s'agit là d'un outil qui traite les avis des gens avec la même méthode qu'en Chine. Aux États-Unis, et bien sûr, cette technologie, elle vient bien d'un pays. Toujours le même, les États-Unis. Aux États-Unis, les données sont ultra précises. Elles disent ce que vous mangez, la marque de votre voiture, vos maladies, vos accidents. Ils en savent plus que votre médecin. Les entreprises du big data ont pratiquement tout et les utilisent pour cerner les électeurs américains avec des messages ciblés, comme ce fut le cas pendant la campagne de Barack Obama. Les entreprises des GAFAM, comme Facebook, utilisent ce système de cernement d'avis et de données pour créer des algorithmes propres à chacun et les inciter à rester sur telle ou telle application. Alors, petit rappel personnel, quand Macron dit qu'il veut faire de la France une startup nation, alors je vais être clair et réaliste. La France ne peut pas être une startup nation. Parce que nous sommes un pays de réseau et de caste basé sur le mépris de classe. Alors que les États-Unis et les pays anglo-saxons sont basés sur le capitalisme et la méritocratie. Donc, et là, ça revient à une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi les grandes entreprises de la technologie sont à la Silicon Valley? Pourquoi elles ne sont pas à Paris ou à Biarritz ou au Puy-en-Velay, par exemple? Eh bien parce que ça fonctionne, la Californie, ça fonctionne par contamination. Ce qui est intéressant en Californie, en dehors des démocrates, du progressisme, du wokisme et de la pauvreté, ce sont les gens que l'on rencontre. Tout le monde développe, tout le monde travaille sur des projets, tout le monde est le fils de quelqu'un. Ça fonctionne en réseau et en famille, et on peut facilement rentrer en liaison. On n'est pas bloqué par le plafond de verre comme en France. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 grandes puissances qui ont une vision de suprématie sur le cyber. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 4 terrains militaires, terrains où les pays se font la guerre. On a la marine, on a la mer, la terre, l'air, on a même d'ailleurs l'espace et le cyber. Donc ça en fait 5. Autant pour moi. Donc, ces 3 grandes puissances, nous avons la Chine, qui a un but commercial là-dedans, avec ce qu'on appelle les BAXT, B-A-X-T-H. Donc c'est pour Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et Huawei, qui sont les plus grandes firmes orientales pouvant concurrencer avec les firmes occidentales. Le réseau social chinois le plus connu à l'étranger et le plus utilisé en Chine étant WeChat et est édité par Tencent. Tencent est le plus puissant des 5 car il possède des parts de marché et de savoir-faire dans un grand nombre de produits de divertissement. Si vous vous demandez quelles sont les entreprises qui dirigent le monde actuellement et le monde futur digitalisé, c'est Tencent. Alors ensuite, bien sûr, nous avons les États-Unis qui ont un but impérialiste violent à l'anglo-saxonne avec les GAFAM. Les GAFAM d'ailleurs dont je vais vous citer leur dernier chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc Google, ses bénéfices, donc à 96%, c'est la publicité, qui a généré 278 milliards de dollars.
Apple, c'est le matériel informatique à 82%, qui a généré 97,3 milliards de dollars. Facebook, la publicité à 98%, qui a généré 28,822 milliards de dollars. Amazon, avec la vente en ligne, qui fait 82% de son chiffre d'affaires, qui est de 51,3 milliards d'euros. Et Microsoft, qui est la vente de logiciels à 62%, 49,4 milliards de dollars. Et la troisième grande puissance dont on parle pas du tout ou très peu, c'est Israël, qui est dans un but, au niveau du cyber, un but eschatologique, basé très souvent sur des services consistant à mentir ou à escroquer et à surveiller via la biométrie et la vidéosurveillance, comme pendant le confinement, sur leur propre population. Et donc en Israël, nous avons une entreprise qui, comme Tencent, dirige le monde, mais de manière frauduleuse, qui s'appelle Yorge. Donc c'est une entreprise du numérique qui offre ses services contre de grosses sommes d'argent, et est créée en 1999 par Tal Hanan, un homme d'affaires israélien. Mais leurs faits d'armes n'ont commencé qu'en 2015. Cette entreprise est essentiellement composée d'anciens militaires israéliens, spécialisés dans le renseignement et l'influence, grâce au dénigrement de personnalités, le sabotage d'élections, des histoires inventées de toutes pièces, la propagande, la manipulation de l'opinion publique au détriment de la démocratie. Pour ce faire, le groupe utilise des logiciels espions et malveillants, ainsi qu'une plateforme logicielle intelligente qu'ils ont baptisée Advanced Impact Media Solution, ou AIMS, capable de créer, diffuser et gérer de faux profils, de faux comptes en ligne et de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ils ont même ce qu'ils appellent une ferme de robots informatiques. C'est un catalogue de plus de 30 000 profils automatisés de fausses personnes, ce qu'on appelle en marketing des personas, utilisés par Yorge pour poster en rafale des commentaires sur les réseaux sociaux, faire monter une polémique et notamment pour manipuler les résultats de processus électoraux. Les techniques israéliennes les plus communes sont les cyberharcèlements et les cyberchantages. Ils sont reconnus mondialement. Les pays arabes alliés d'Israël recrutent nombre de ces hackers à des fins géopolitiques et sécuritaires, notamment pour sécuriser les pipelines ou se battre contre l'Iran. Notamment avec le logiciel Pegasus, qui a fait de nombreuses victimes envers des personnalités trop bavardes et des journalistes trop curieux, surtout en France. Ce qui m'amène donc au thème de la sécurité. Alors bien sûr, en ce qui concerne la sécurité, on a tout ce qu'il faut pour nous protéger. On a des logiciels, des antivirus qui sont tous plus ou moins efficaces. Mais n'importe quel hacker vous le dira, la vie privée sur Internet n'existe pas et l'anonymat n'existe pas. Ça, il faut le savoir. Le fait d'utiliser un NordVPN ne rend pas anonyme contre les hackers et les gouvernements, idem pour Tor. Microsoft et Apple sont depuis longtemps en partenariat directement avec les gouvernements occidentaux, y compris le gouvernement français. Pour savoir ce que l'on fait, ils n'ont pas besoin de notre adresse électronique. Les applications d'anonymat sont souvent créées par des services de renseignement. Mais la plupart des attaques, arnaques, escroqueries de grande ampleur se font sur des personnes influentes et riches, notamment des avocats, des journalistes, et les arnaques prévisibles ne concernent que les gens ordinaires. Ce qui m'amène aussi aux caméras. On a souvent des petits moments de délire en se disant, en regardant notre caméra de notre PC ou de notre smartphone, est-ce qu'on m'espionne, est-ce qu'on me regarde? Et alors, vous avez vu peut-être dans votre entourage, dans votre café local, avec des gens avec un ruban adhésif ou une partie d'un post-it ou un pansement sur la caméra de leur ordinateur portable. Et bien sûr, vous avez vu Mark Zuckerberg faire la même chose. Eh bien, il s'avère que c'est le moyen le plus efficace de rester en sécurité, même si un nouveau piratage parvient à contourner votre logiciel antiviral. Alors ça, c'est au cas où on est piraté, bien sûr. Mais les seules personnes qui ont le droit éventuel de faire ça, c'est ceux qui ont créé les processeurs et ceux qui ont créé le produit, ceux qui ont créé l'ordinateur ou le smartphone. Pour ce qui est des pirates, eh bien, évidemment, ils peuvent pirater les caméras de votre téléphone et de votre PC, qui donne un certain contrôle, on va dire. Mais ça reste limité aux gens qui téléchargent malencontreusement, par exemple, des chevaux de Troie
ou des logiciels malveillants, le plus souvent cliquant sur des pubs à caractère sexuel, ou des sites internet dont la connexion n'est pas sécurisée. Et bien sûr, outre cela, on a les cyberattaques. Alors les pays qui sont les plus touchés par les cyberattaques, sans surprise, c'est les pays occidentaux, notamment les États-Unis en premier. Donc nous avons les malwares, donc les logiciels malveillants, qui sont les premiers à infecter les ordinateurs. On a aussi, de manière plus puissante, sur une autre échelle de puissance, on a les rançons logiciels, qui verrouillent les logiciels d'un PC en les cryptant et obligent à payer telle ou telle rançon à l'utilisateur, sans quoi il est détruit. Les organismes administratifs et les mairies sont les principales victimes. Nous avons également aussi les chevaux de Troie qui infectent les ordinateurs pour voler des données et les publier sur Internet. On a aussi les logiciels espions qui sont créés par des militaires, soit par des services de renseignement. Nous avons aussi les logiciels publicitaires qui infectent des ordinateurs, qui volent des infos sensibles à des fins frauduleuses. Et nous avons aussi le logiciel hameçonnage ou phishing en anglais, qui sont les plus utilisés dans le monde entier via les mails. Chaque mois, 1 million de sites d'hameçonnage sont créés et majoritairement ces sites sont créés en Afrique. On a aussi les supports numériques zombies, les ordinateurs zombies ou même les téléphones intelligents ou les tablettes, peu importe le support, qui mènent des opérations de sabotage et sont commandés à distance. Ces techniques sont utilisées notamment par des hackers, surtout en Europe de l'Est, le plus souvent dans les pays baltes aux pays baltes ou en Roumanie. Au total, le coût de la cybersécurité chaque année est estimé entre 400 et 600 milliards de dollars. La moitié des internautes se disent victimes de cybercriminalité. Et donc, cela m'amène à l'Internet comme outil de destruction morale et matérielle. Donc, aussi un gros morceau. Avant 1990 et avant l'arrivée de l'Internet moderne, il y avait ce qu'on appelle le travail à la chaîne, à savoir les matières premières, avec les ressources humaines, techniques, l'équipement et les outils, qui aboutissent dans des usines et l'organisation scientifique du travail qui est symbolisée notamment par le taylorisme ou le fordisme, le travail à la chaîne dans les usines, quoi. On a les ouvriers et avec les matières premières nécessaires pour fabriquer tel ou tel produit, voilà. Les usines produisent, fabriquent et revendent à des grossistes, qui revendent aux semi-grossistes, et ils revendent aux distributeurs finaux, qui revendent aux consommateurs. Et il y a un homme qui l'a très bien expliqué, qui a très bien décrit le travail à la chaîne, c'est Joseph Schumpeter. Né en 1883 et mort en 1950, c'est un Autrichien naturalisé américain qui est considéré comme le plus grand économiste du XXe siècle. Il est surnommé l'économiste du progrès technologique et de l'innovation. Il a défini et décrit le concept de la destruction créative. Alors, je m'explique. À l'époque, avec l'avancée technologique, et notamment dans les campagnes, les paysans travaillaient à la manière de façon manuelle, c'est-à-dire avec les outils qu'ils avaient, comme les fauches pour faucher le blé, tout ça. Et avec l'avancée technologique, arrivaient les tracteurs. Et de plus en plus, comme la machine remplace l'être humain, sa théorie, c'est qu'on peut mettre les gens au chômage, mais avec le progrès technique, on peut leur rendre le travail plus facile et on peut leur en donner dans des usines en ville. Comme ils ont plus besoin de travailler dans les campagnes, ils peuvent aller dans les villes. Sauf que Monsieur Schumpeter, tout comme Karl Marx et Friedrich Engels, il n'a pas prévu l'arrivée de l'Internet et de l'IA, qui permet de réunir l'humanité dans un seul langage, le langage du World Wide Web, dont j'ai parlé au tout début. Avec Internet, il n'y a plus besoin de points de vente. Il y a donc une restructuration des marchés et une rupture du schéma classique de la production et de la distribution, ce qui ne s'est encore jamais produit avant dans l'histoire. Pour vendre ces produits, il suffit de très peu de choses, il suffit d'un e-catalogue, d'un site e-commerce, sans compter que les modes de consommation et les tendances sur Internet changent très rapidement. Les usines fabriquent et revendent directement aux consommateurs via la livraison, quelle que soit la distance, ce qui revient donc moins cher. Donc les employés sont, disons, un peu moins payés, quoi. La balle dans le pied, c'est l'intelligence artificielle.
Alors, si vous vous demandez la différence entre un algorithme et une IA, c'est simple, l'algorithme, c'est l'évolution, l'intelligence artificielle, c'est l'évolution de l'algorithme. Quand les algorithmes ont la particularité d'être conçus de sorte que leur comportement évolue dans le temps en fonction des données qui leur sont fournies, ce qu'on appelle une machine d'apprentissage ou une machine learning en anglais, on parle d'intelligence artificielle à ce moment-là. En créant notamment des images de plus en plus réelles, on pense notamment à Macron dans les manifs avec les policiers, les photomontages de Macron dans les manifs pendant la réforme des retraites. Eh ben, ça crée des vidéos et des images compromettantes. Les IA ont un impact direct sur le monde réel et le monde traditionnel. Et en ce moment, on a des images qui valent des millions de dollars et qui sont produites à très grande vitesse. On a par exemple l'IA Valley de Microsoft qui enregistre pendant 3 secondes de votre voix, seulement 3 secondes, et elle peut vous faire dire tout et n'importe quoi. Pour les images, on a aussi DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion Online, qui créent des JPEG et des PNG, avec lesquels on peut créer des JPEG et des PNG à partir de rien, de presque rien. Pardon. On a aussi Bong Image Creator qui a été créé fin 2022 par Microsoft. On a Bong Image Creator créé en fin 2022 par Microsoft, qui est un créateur d'images basé sur le modèle de DALL-E, un autre générateur d'images créé par OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Et forcément, il y a des gens qui se soulèvent contre ça, c'est les artistes. Les artistes qui voient les IA comme plutôt affreuses et menaçantes pour leur travail, de par leur rapidité. Sur une vidéo, d'ailleurs, faire de faux visages, ça demande un certain effort, parce qu'il faut filmer un visage, il faut enregistrer une voix pendant 3 secondes, il faut la copier, il faut avoir une machine pour expérimenter, il faut réussir une synchronisation labiale, mais c'est possible avec un navigateur sur son smartphone. Les images générées par l'IA vont devenir le truc à la mode sur les réseaux sociaux, au risque de tromper des milliards de gens. Ça, c'est inévitable. Il existe bien sûr des IA beaucoup moins éthiques que ChatGPT, ChatGPT, c'est une espèce de Wikipédia vocale, quoi. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et ce n'est rien à côté des IA de chez Google, par exemple, qui sont plus performantes. ChatGPT, c'est du petit lait à côté. Hein. D'ailleurs, pour preuve, un employé de chez Google, qui a été récemment viré, avait d'ailleurs l'impression, en parlant avec une de ces IA, de parler à une conscience. Donc, non seulement l'intelligence artificielle détruit le salaire minimum et une partie de l'humanité ne sera bientôt plus obligée de travailler. Dans une démarche capitaliste financière et dans le contexte actuel de crise économique mondiale, Internet devient un outil qui sert au capitalisme financier, j'entends, pour détruire l'outil qui était là précédemment. Les entreprises qui symbolisent le mieux cette destruction d'emplois, ce sont les licornes. Alors, les licornes, c'est ce qu'on appelle les NATU. N-A-T-U. Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Donc, Netflix a tué le cinéma. On n'est plus obligé de se déplacer dans les salles de cinéma pour voir du contenu divertissant. On a Airbnb qui a tué le tourisme traditionnel. Tesla a tué les voitures traditionnelles et les garagistes. Et Uber a tué le taxi. Aujourd'hui, la majorité du contenu de Netflix est créé par des algorithmes. Airbnb est le plus grand loueur hôtelier du monde, sans posséder aucune maison ni aucun hôtel. Tesla a changé le mode de production de l'automobile. Et pour ce qui est d'Uber, le chauffeur Uber on se rend compte aujourd'hui, mais un peu trop tard, que le chauffeur Uber n'a été qu'un outil pour remplacer le chauffeur de taxi, et faire partir le chauffeur Uber sera facile. Et il pourra être remplacé facilement par l'IA. Parce qu'il n'est pas syndiqué, il n'a pas de licence. Il est protégé par pas grand-chose. Et avec l'arrivée de la 5G, ça va être tout sera plus qu'automatisable. Pour ce qui est de l'art, alors c'est encore peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que l'art électronique va gagner parce que ça demande de la vitesse et produit à pas
à pas cher pour rester à la mode. Parce que les phénomènes Internet s'éteignent assez vite et renaissent assez rapidement. Les artistes vont avoir du mal à se faire connaître face à la rapidité de l'IA, mais, parce qu'il y a un mais, nous les humains, nous avons la dextérité et le sens du détail, de la nature, du beau et du vrai, alors que l'IA, elle, ne l'a pas. La connaissance du monde réel pour l'IA n'est que théorique, elle commet des erreurs. Pour simple exemple, je reviens aux photos de Macron durant les manifs, on se rend compte, si on plisse les yeux ou même sans plier les yeux, que son visage est un peu trop lisse, un peu trop fluide. On dirait qu'il s'est mis de la crème pour le soleil. Ou alors on remarque sur certaines images qu'il a 6 doigts au lieu de 5. Parce que l'IA se dit, comme elle réfléchit de manière binaire, elle se dit, si les êtres humains ont 5 doigts, pourquoi ils en auraient pas 6 ou 7? Ou s'ils ont 2 yeux, pourquoi ils en auraient pas 3 ou 4? Voilà, tout ça pour dire que l'IA n'est pas parfaite. Sa connaissance du monde réel est approximative. La 5G, l'automatisation, les drones et le pilotage par satellite vont participer à la destruction des activités traditionnelles. Et ça va faire le bonheur des plus grandes entreprises d'intelligence artificielle dans le monde. Donc, ces grandes entreprises sont Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud, Salesforce, Google Cloud, Nvidia, Alibaba Cloud, Tempus, Automation Anywhere et Noto. Dans une moindre mesure, on trouve d'autres entreprises moins connues comme Defined.ai, Anduril, Socure, Rev.com et Pimetrix. Elles sont sollicitées par les gouvernements à des fins commerciales, économiques et militaires et sont basées bien sûr dans les grandes villes comme New York. Aussi, la clé sur Internet, c'est ce qu'on appelle le SEO, pour Search Engine Optimization. En gros, c'est le référencement, pour être au top des pages sur Internet quand les gens font une recherche. Pour être dans les résultats et avoir des abonnés et attirer du public, quand on a un site Internet ou une page sur un réseau social, il faut du référencement. Mais il va être remplacé petit à petit par l'IA, qui fait elle-même du contenu. Donc le contenu va être géré par des IA et le cerveau humain ne va pas pouvoir suivre. Les moteurs de recherche les plus performants ne pourront pas détecter les contenus tellement qu'il y en aura à la seconde. D'ailleurs, ça commence petit à petit. On peut créer un site internet et créer 300 articles avec des sous-articles et se mettre au top des recherches. Ce qui fait que nous allons arriver à un paroxysme et une intoxication visuelle, nous simples mortels. Sur chaque onglet, il y a de plus en plus de pubs et à chaque fois qu'on veut une information, soit on regarde des vidéos sur YouTube d'1 minute, des shorts, ou alors on regarde TikTok. Soit on tombe sur un article très long parce que les créateurs de sites internet ne prennent plus le temps de vérifier les choses importantes et l'essentiel de chaque contenu. Donc, pour en revenir à Monsieur Schumpeter, la loi qui porte son nom va s'inverser. En ce moment, nous sommes dans une phase de récession, d'ubérisation et de chômage de masse. La majorité de la population en âge de travailler devra travailler plus pour gagner moins. La valeur travail est détruite en ce moment à cause du commerce électronique. La majorité de la population en âge de travailler va devenir prolétaire et la classe moyenne va être détruite au profit des élites de ce monde. Alors forcément, il y a des métiers qui ne vont pas disparaître. Ceux que j'ai pu noter notamment, ce sont les informaticiens, les roboticiens, les mathématiciens, les ingénieurs, les dentistes, les coiffeurs, les artistes, les peintres et les métiers de l'art, écrivains, dans une moindre mesure, les métiers dans le bâtiment, les métiers de la santé, les métiers de la mécanique, les métiers à multiples compétences, les métiers de la dextérité technologique ou artistique. Je vais vous donner des informations que je tiens de mes précédentes études, qui sont très précises. 90% des 8 milliards d'êtres humains vont être au chômage. Les métiers vont être détruits par la digitalisation, la virtualisation et le travail par l'Internet. Les 10% restants, 2 tiers seront des ingénieurs, des super techniciens robotiques, biologiques, technologiques et scientifiques. Et le tiers restant, ce sera soit des managers en marketing et en politique. Avec la destruction des emplois, ceux qui ne seront pas ubérisés seront les commerciaux à 20%,
Les commerciaux seront essentiellement les métiers en marketing, les formateurs, les professeurs qui travaillent dans l'accompagnement des nouvelles technologies. On a les managements, donc qui se feront entre 10 et 15%. Donc c'est les métiers du management, c'est les méthodes de management de projets digitaux. Les métiers techniciens digitaux qui sont 65% et qui seront divisés en 3 catégories. Première catégorie, c'est les enseignants. C'est des analystes qui conceptualisent et qui font des schémas. Donc voilà, c'est des programmeurs qui font du codage, en gros. C'est des concepts modèles et qui maîtrisent les langages informatiques. Deuxième catégorie, on a les techniciens, experts et des affichages clients et interfaces graphiques et écran. Troisième et dernière catégorie, c'est les administrateurs réseau, qui sont spécialisés dans la sécurité d'accès à haut niveau. Donc qui s'occupent de la sécurité des échanges d'informations. Et pour ces 3 catégories, c'est ce qu'on appelle des ingénieurs full stack. Pour ces 3 catégories, on peut acquérir les compétences suffisantes en seulement 5 ans d'études. Ce qui m'amène donc l'intelligence artificielle va aller de pair avec la 5G. Donc ce qu'on remarque depuis 3 ans, c'est que les scientifiques ne font pas de recherche ni de rapport sur la 5G, avec comme argument que la 3G et la 4G n'ont pas montré jusque-là de problème. Donc on se dit, ça va aller, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc voilà la réglementation scientifique dans le monde en Occident. On ne nous informe pas des effets négatifs. Donc nous sommes des cobayes non informés, non éclairés et infantilisés depuis 3 ans. On installe la 5G avant même que les lois ne soient votées et sans débat public. En sachant que nous sommes électrosensibles, mais pas à la même intensité. On nous vend cependant la 5G comme une révolution pour la communication et l'accès aux soins. Et la 5G est très puissante. La 3G en comparaison a un débit maximum de 0,3 Mbps. Mbps, c'est l'unité de mesure de débit. Elle correspond à la quantité de données transmises en 1 seconde. C'est ça le Mbps. Donc la 4G est de 5 Mbps et la 5G offre 50 Mbps. Donc elle est 10 fois plus rapide. La latence du réseau, c'est-à-dire le temps que met un support numérique à se connecter et recevoir une information, est inexistante. C'est-à-dire ouvrir un onglet de recherche avec la 5G. Aujourd'hui, quand on utilise un 5G et qu'on veut par exemple ouvrir un simple onglet, on n'a même pas le temps de cligner des yeux, il est déjà là. Pour les jeux vidéo, les films, les séries télé, les informations, tout ira plus vite. Pour les jeux vidéo, les films, les séries télé, les informations, tout ira plus vite pour la propagande et le divertissement. Et la consommation de batterie va bien sûr s'accélérer. Déjà en 2011, l'OMS a classé la téléphonie mobile en catégorie 2B, autrement dit les substances probablement cancérigènes. En 2020, 240 scientifiques en France ont signé une pétition selon laquelle la 5G est dangereuse pour la nature et les humains. La 5G augmente d'ailleurs le risque de tumeurs au cerveau chez les enfants et les adolescents. Les ondes provoquent des fourmillements autour des lèvres, un engloutissement de la langue, des troubles de l'équilibre et de la fatigue pour les gens qui sont les plus électrosensibles. Le Centre international de la recherche sur le cancer a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence dans la catégorie des cancérigènes possibles pour l'être humain. Le doute subsiste à cause de l'OMS pour brouiller les pistes et parce que cela nuirait à l'affaire de Bill Gates et de Microsoft. Alors bien sûr, il y a des gens qui nous poussent à la consommation de la 5G. Eh bien, les plus grands bénéficiaires, ce sont les opérateurs et les multinationales qui voient la 5G comme une opportunité de consommation et de communication universelle pour tous. La 5G est également très demandée dans la logistique maritime par les armateurs, les transports aériens, bref, dans les échanges internationaux. Les entreprises pétrolières veulent utiliser aussi la 5G pour surveiller leur pipeline avec des robots. La 5G sert aussi à la vidéosurveillance et aux voitures autonomes. Les géants du matériel informatique comme Apple, Huawei, HBO, WeChat, essentiellement des géants américains et chinois, travaillent main dans la main avec l'État profond
pour l'obtention de la 5G. Ces deux géants que sont la Chine et les États-Unis se font la guerre pour la collecte des informations et de l'espionnage, en se boycottant entre eux tout en ayant besoin du savoir-faire de chacun. Et surtout, la 5G peut faire basculer la Chine au rang de première puissance mondiale. Les États-Unis utilisent donc actuellement les sanctions, la justice et la force militaire navale contre la Chine, tout comme nous les Européens contre la Russie, avec plus ou moins d'efficacité. En clair, la 5G sert de leadership mondial au risque de provoquer des risques de cancer. La 5G, c'est la 5e génération de technologie mobile qui fait l'objet d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis dans un contexte de 5e guerre mondiale. D'ailleurs, petite parenthèse économique, mais vous pourrez voir aussi les interventions d'Olivier Delamarche pour ça. Ça reste les informations, ça reste mes propres informations, mais en ce qui concerne l'économie, les monnaies numériques ne valent rien. Le seul intérêt est que l'intelligence artificielle permet de gagner plus vite de l'argent avec le risque d'en perdre tout aussi rapidement. Les échanges d'argent dématérialisés représentent 90% des transferts de communication dans le monde. En ce qui concerne la monnaie digitale, la particularité de cette monnaie, outre qu'elle passe des banques centrales à notre téléphone, elle contient une information qu'on appelle le CBDC, pour Center Digital Bank Currency. C'est-à-dire qu'elle a une date de péremption. Vous avez un temps imparti pour le dépenser, c'est déjà le cas en Chine. Nos élites ont besoin de remplacer l'économie par l'Internet et par la monnaie digitale pour éviter la crise économique. La première victime de la monnaie digitale sera bien sûr la classe moyenne à travers le monde. On pourra éventuellement utiliser les crypto-monnaies pirates pour rester indépendant. Les crypto-monnaies sont d'ailleurs très utilisées sur le dark web pour le trafic de drogue et le trafic d'armes, entre autres. Malgré tout, les monnaies numériques sont assez lentes. Le Bitcoin est la première monnaie numérique, mais en termes d'efficacité, d'anonymat, c'est-à-dire au niveau des blockchains et des utilisateurs, et en termes de rapidité, ça reste très mauvais comme monnaie. Et à part celle-ci, toutes les autres monnaies digitales sont centralisées. Tout ceci m'amène donc au domaine de l'écologie. Sur Internet, on nous parle d'écologie avec Greta Thunberg, les influenceurs nous en parlent, mais ça cache une certaine hypocrisie. Je m'explique. Plus on dématérialise des choses, et plus on utilise d'énergie et de matière de cet environnement pour les produire. Passer à la 5G consomme, paraît-il, moins d'énergie. Mais avec la hausse du volume des données transférées d'ici 2030, il y aura une augmentation de 18 à 45% de l'empreinte carbone du secteur numérique, rien qu'en France. Sachant déjà qu'un data center consomme l'équivalent de 30 000 personnes. Un data center hébergeant des dizaines, voire même, pour les plus importants, des centaines de serveurs qu'il faut alimenter H24. La pollution numérique représente 3,7% des émissions de CO2 mondiales. C'est plus que le trafic aérien qui est de 2,5% et on pense qu'en 2025, la pollution va atteindre 7%. Entre 2018 et 2020, on est passé de 7 milliards à 20 milliards d'objets connectés en circulation dans le monde. Et pour fabriquer ces objets, qui sont les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, il faut déjà 32 kilos de ressources naturelles pour fabriquer une puce électronique de 2 grammes. Il faut 16 litres de pétrole pour faire un smartphone, et un smartphone aujourd'hui requiert 60 métaux différents dont la majorité ne sont pas recyclables. Selon les statistiques, 88% des Français changent de smartphone alors que l'ancien fonctionne toujours. Et pour faire un ordinateur, il faut environ 600 litres de pétrole, soit 3 barils. Sans compter l'obsolescence programmée du matériel informatique, qui est très prisé des multinationales comme Apple, Samsung et Huawei, pour ne citer qu'elles, dans un seul but d'engendrer une dépendance marketing auprès des clients et de soutirer un maximum de bénéfices.
Et quand on n'en veut plus, on les exporte illégalement en Asie ou en Afrique dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Selon l'ONU, 75% des déchets électroniques dans le monde échappent aux filières légales de recyclage. D'ailleurs, concernant la France, petit fait récent, lors de l'allocution de Macron qui parlait de la fin de l'abondance, nous avons Agnès Pannier-Runacher, qui avait conseillé aux gens de faire des économies d'énergie en faisant des mails plus courts et sans pièces jointes. Alors, oui, mais non. Non, déjà, ce genre de proposition politique, ça montre soit l'inefficacité, soit la totale méconnaissance, ou alors le je m'en foutiste de nos politiques actuelles. Et ce genre de conseil que Runacher propose, je le démonte en 2 phrases. Il y a 8 à 10 milliards de mails échangés par heure dans le monde. Les spams et les newsletters représentent 90% de ce flux d'emails. Et 90% ne sont jamais lus. Donc, au lieu de déranger les gens avec des conseils stupides, je conseille plutôt à Madame Runacher de plutôt limiter les courriers malveillants et conseiller les entreprises de ne plus envoyer de newsletters à leurs clients. Aussi, depuis l'avènement du World Wide Web au début des années 90, le volume de données stockées double tous les 2 ans. Le Bitcoin et la production de monnaie numérique est 100 fois plus polluant que la monnaie cash, notamment avec les bandes passantes qui transmettent l'information toujours plus rapidement. Et les data centers, notamment ceux d'Apple et de Facebook, sont alimentés pratiquement par du charbon. Donc, aujourd'hui, les mondialistes ne lâcheront pas Internet pour 2 raisons. 2 grandes raisons. Premièrement, parce que c'est un formidable outil d'influence et de communication pour divertir les foules et les réunir très rapidement sur un seul ou plusieurs thèmes instantanément. Ils en ont besoin à l'avenir pour l'IA et le contrôle en temps réel des populations. Sans cela, le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu, comme dit au précédent forum de Davos. Ils l'ont dit spécifiquement, ils ont besoin de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, plus de 90% de l'argent sur Terre est dématérialisé, et sans Internet, il disparaît. Et si cela arrive, on assisterait au plus grand crash financier de l'histoire de l'humanité. Le nouvel ordre mondial est également minimaliste. C'est-à-dire que par la digitalisation et par le fait de rendre toujours plus les choses palpables, les gens vont posséder de moins en moins jusqu'à ne plus rien posséder et être heureux, comme le veut Klaus Schwab. C'est pour ça qu'on arrive à la création de start-up en France notamment qui travaillent dans la création de chiens virtuels. C'est pas une blague. Donc l'IA est le fer de lance des mondialistes, même si elle étonne par ses capacités de programmation, mais pas par ses innovations et son imagination. Ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont toutes des jugements froids, que ce soit dans la fiction ou dans le vrai. À travers l'IA et la 5e révolution industrielle, Klaus Schwab espère que nos identités physiques et numériques seraient fusionnées. Sans l'IA, leur monde à eux, risque d'échapper à leur contrôle et les élites doivent se rassembler pour en prendre le contrôle. Et il faut également l'IA pour effectuer la transition énergétique. Enfin, la leur en tout cas. Le prochain forum de Davos se fera d'ailleurs dans le métaverse pour produire le moins d'émissions de gaz. Cela fait le bonheur des entreprises de services numériques qui sont d'ailleurs sursollicitées depuis 3 ans. Et donc cela m'amène à ma conclusion. Et la question, dans ce genre de contexte, est-ce que s'il faut se débarrasser d'Internet, est-ce qu'il est possible de le détruire? Alors la première, éventuellement, je veux dire, c'est que des hypothèses que je donne. Alors déjà, la première chose dont on pense, c'est s'attaquer aux serveurs ou aux câbles sous-marins. Mais c'est des fausses bonnes idées. Déjà parce que si on s'attaque à des petits serveurs, les plus gros seront en service et ça continuera, il n'y a rien qui changera. Et si on s'attaque aux plus gros serveurs, notamment ceux qui sont autour de Paris ou qui se trouvent à Londres, qui font le lien entre l'Europe et l'Amérique, ben on aura d'autres serveurs qui prendront le relais. Et couper un câble aussi, c'est une mauvaise idée parce que ce serait considéré comme une atteinte à la souveraineté d'un État, bien que ce soit réparable. Mais la possibilité de mettre fin à l'Internet en coupant les câbles est beaucoup trop dangereuse. Donc le mieux, c'est que nous, à notre niveau, nous fassions des contre-attaques utiles contre l'IA. Au lieu de s'inquiéter de l'IA, il faut s'inquiéter d'abord de notre intelligence.
Alors, je rappelle quand même ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté de connaître et de comprendre. C'est capter l'information, faire des liens, développer son opinion et son ouverture sur le monde, développer ce relationnel pour au final créer un réseau. La seule arme, ou même l'arme la plus concrète que nous avons, nous, êtres simples mortels contre l'IA, c'est l'intelligence. Le plus grand mal de l'humanité en ce moment, c'est le trouble de l'attention, qu'il faut donc combattre. Le système utilisé par les réseaux sociaux perturbe notre comportement et notre système de dopamine pour retenir notre attention au dépit de nos ambitions personnelles. Ce qui nous semble difficile nous semble de plus en plus impossible, car pour le cerveau, regarder des vidéos TikTok est beaucoup plus facile. Nous sommes à une époque où l'on souffre du trop-plein de distractions. Notre cerveau est stimulé en permanence par des notifications et des ondes qui provoquent des troubles mentaux et nous empêchent de réfléchir longtemps sur un sujet. C'est donc à nous de faire des tâches constructives et ne pas tomber dans la dépression. L'Internet actuel s'il continue comme ça, l'Internet actuel va mourir, car les gens ne supporteront bientôt plus le trop-plein de contenu finalement inintéressant et invasif. Il ne faut pas sous-estimer nos capacités et notre savoir-faire, au niveau du travail, j'entends. Il faut se battre pour nos droits et s'attendre à ce que l'intelligence artificielle échappe à notre contrôle, en sachant que les métiers manuels précis ne sont pour le moment pas menacés par l'IA. Même chose pour les métiers à forte valeur intellectuelle. Pour avoir le dessus sur les IA, il faut avoir un esprit critique, l'esprit critique le plus élevé possible, et se cultiver comme en bon vieux temps. Donc les bibliothèques, les librairies, ou même les enraciner. Mais surtout, dépendre le moins possible des IA pour accéder au savoir. Alors, autre possibilité également, c'est on peut utiliser les États. En ce moment, les États du monde entier, à commencer par les BRICS, se livrent à une cyberguerre, dont leurs principaux rivaux sont nous, les pays occidentaux. N'importe quelle attaque contre un câble ou une cyberattaque est une déclaration de guerre. Cela peut affaiblir le système et le nouvel ordre mondial, à plus ou moins court terme. Également, nous pouvons nous servir des législations et des réglementations qui sont différentes d'un pays à un autre. Ils n'ont pas les mêmes lois sur l'Internet. Et également, il ne faut pas oublier que les États ont également, eux aussi, des armes puissantes. Notamment, la plus connue, qui n'est pas encore utilisée, c'est les bombes EPM. Donc des bombes électromagnétiques qui peuvent détruire tous les engins électroniques sur un rayon de plusieurs kilomètres. Autre possibilité, qui tient plus de la théorie que de la certitude, c'est ce qu'on appelle l'écrasement de capacité, ou le capacity crunch. Donc c'est une théorie qui a été imaginée par un chercheur anglais qui s'appelle Andrew Ellis, qui a évoqué une explosion de la consommation de données qui dépasserait la bande passante disponible sur les réseaux fibres. Sa théorie, c'est que l'Internet tel qu'on le connaît est un système très vorace en énergie et que, à force d'engendrer de plus en plus de contenu dessus, il risque d'y avoir une surcharge, un écrasement d'au-delà de ce que l'Internet peut faire et de ce que l'être humain peut faire comme énergie, peut produire comme énergie, et Internet risque de s'écraser sur lui-même, de s'affaisser même, on peut dire. Et même si ça reste qu'une théorie, c'est une problématique envisagée depuis plusieurs années par la communauté scientifique et qui a été remise au goût du jour en 2020 avec le confinement et la surutilisation d'Internet. Donc là, je vous ai donné les solutions à long terme, mais il y a aussi des solutions immédiates qu'on peut faire. Alors, premièrement, nous devons savoir que nous sommes en guerre contre les mondialistes depuis l'allocution de Macron en 2020. Nous avons un devoir de vigilance sur ce que nous écoutons et voyons. Nous devons nous éduquer en conséquence car il y a une urgence éducative dans le monde occidental et il ne faut compter que sur nous-mêmes en lisant et en multipliant les sources. Et donc je vais terminer sur une conclusion en ce qui concerne la France. Et pour ça, je vais vous lire un petit texte que j'ai tiré du magazine Régénère, numéro 17, intitulé « Le cerveau ». Donc c'est un petit texte de Thierry Casasnovas qui interviewe M. Philippe Guillemant, qui est physicien et chercheur au CNRS.
Donc, Monsieur Thierry Casasnovas lui pose la question: est-ce qu'une autre façon de cultiver l'optimisme, c'est de considérer que la France a des atouts et un rôle unique à jouer? Et Monsieur Philippe Guillemant répond: oui, la France, c'est le pays d'Europe qui a le plus grand nombre de villages. C'est l'un des pays les plus tempérés, ce qui va nous permettre de résister au dérèglement climatique plus facilement que les autres. C'est un pays qui est au moins pour moitié montagneux, qui va être difficile à contrôler par des moyens numériques, etc. Et puis, on a une tradition de résistants, et c'est aussi le pays des Lumières, donc les Français seront capables de réhabiliter l'esprit lorsqu'ils auront compris qu'on était éblouis par une fausse lumière à l'anglo-saxonne, qui nous a imposé ce matérialisme et qui a dit que Descartes était purement mécaniste, alors qu'il croyait dans l'existence de l'âme, mais on va devoir reconstruire ce que les politiques nous ont fait perdre à cause de leur mondialisme. Je pense qu'il y a un travail à faire pour redonner aux Français l'espoir que dans leur pays va émerger un grand mouvement qui va nous emmener vers ce nouveau futur très positif en réhabilitant l'âme et l'esprit. Donc voilà, on peut passer tout de suite en question. Je vous écoute. Si... Au niveau des technopoles français, etc., c'est quand même une industrie assez développée. Non? En France, oui, mais c'est voilà, ceux qui peuvent se permettre de créer les Startup Nations, c'est surtout ceux qui passent par les politiciens, ceux qui ont on va dire des entrées là-dedans. C'est un pays qui a investi assez tôt dans le développement technologique, etc. La France, tu veux dire? Oui, bien sûr, mais si tu veux, on est au même titre que les autres pays européens, on est à la remorque des États-Unis. Oui, c'est ça. Les vraies grosses technologies, elles sont sur la côte Pacifique. Hein. C'est ça qu'on est aussi largué malgré tous les moyens mis en œuvre et puis un certain génie français, parce que la plupart des Français ils se cassent aux États-Unis pour bosser dans des grosses boîtes et tout. Ah oui, parce que nous sommes, si tu veux, nous sommes un peuple de théoriciens, nous les Français. On aime bien théoriser, mais on n'aime pas mettre en pratique. Ouais, c'est parce que au niveau c'est ce que tu dis tout à l'heure avec le mec qui a inventé Internet et qui s'est fait envoyer. Ouais, monsieur Yann Lequin, ouais. Oui. T'expliques qu'il y a toujours ce côté complètement à la ramasse qui fait qu'on n'arrive pas à s'emparer des richesses que nous avons créées et qu'elles soient ensuite récupérées là-bas. Ah bah c'est que, comme je l'ai dit, on est un peuple de classe et quand quelqu'un invente quelque chose, on lui donne pas la possibilité d'aller concrètement vers la création de ce produit, de cette idée. C'est un énorme problème, quoi. Bah oui, mais ça, c'est des balles dans le pied qu'on se tire depuis toujours, quoi. Hein. Il me semble que nous, les Français, avec les États-Unis, après les États-Unis, on est le deuxième pays qui obtiennent le plus de médailles Fields en mathématiques. C'est-à-dire nous les Français, on est un énorme vivier de savoir, de création et de... On est 3-4 fois un peu plus que les États-Unis, donc, en plus, oui, donc... mais la caste, les réseaux ne nous donnent pas la possibilité. Et pour ça, il va falloir faire régler ça de manière radicale si on veut redevenir une puissance mondiale, quoi. Et à terme, il va falloir que ceux qui nous dirigent en ce moment s'en aillent, ils partent, quoi. Soit à coup de balai, soit à coup de pied au cul, quoi. C'est dire qu'à faire. Oui, du coup, finalement, la solution à tout ça, c'est de se couper de... Est-ce que la solution, finalement, c'est pas de se couper de tout ça et retourner à un mode de vie traditionnel? Voilà, alors, la réponse est oui et non. Alors, bien sûr, il y en a qui en ont marre, bien sûr, de ce genre du monde qui se profile. Mais d'un autre côté, et ça je les comprends, mais d'un autre côté, il faut rester se battre d'une certaine manière. Et tant qu'on a la possibilité de se battre sur ce terrain-là, et surtout sur le terrain de la réalité, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut se permettre n'importe quoi, y compris d'insulter les gens sur Internet. C'est parce que insulter quelqu'un, non mais c'est important parce que la majorité des gens qui insultent sur Internet, ils le feraient pas dans la réalité. Ça dépend. Non, mais oui, non. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas de surmoi. Parce que je veux dire, il y a moins le côté social qui, dans la vie, te fait te dire un petit peu avant de dire des trucs aux gens, tu vois. Donc, du coup, la diplomatie, elle passe à la trappe. Et puis, il y a un côté immédiat aussi, et impulsif. Ouais. Oui, puis l'anonymat, quoi. Mais, oui, l'anonymat, oui, sans doute.
Mais pour répondre à ta question, oui, je reviens à ce que disait Monsieur Tim Berners-Lee, du coup, qui disait que la puissance, notamment la censure sur Internet, ne peut pas durer. Parce que de toute façon, on trouvera toujours un autre moyen ou une autre plateforme. YouTube a remplacé Odyssey, et s'il n'y a pas Odyssey, on a Crowdbunker, ou sinon on a Rumble. Il y a toujours une autre plateforme ou un autre réseau social sur lequel on pourra se réfugier. Non, mais YouTube, il exerce un monopole qui fait que t'es énormément marginalisé à partir du moment où tu peux plus te positionner sur YouTube. On est marginalisé sur Internet comme dans la vie réelle, quoi. Et je pense qu'il faut revenir à un Internet 1.0, tu vois, avec tu crées ton site, t'as une mailing list. Et oui. Ça, tu peux te débrouiller sans passer par les réseaux sociaux. Oui, également, oui. Le dernier refuge qui arrivera à ce moment-là, si la censure est vraiment totale, c'est les listes de distribution avec les adresses mail. Tu disais qu'il fallait pas envoyer ça parce que ça pollue beaucoup. Ça c'est pas oui, mais ça c'est pas à moi de gérer la pollution et c'est pas mon rôle de dire aux gens il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Non, ça c'est à nos politiciens d'être conscients et de pas dire n'importe quoi. Moi je vois c'est sûr que les règles de diffusion ça permet Et après il y a plein de petites extensions. Après il y a beaucoup de gens de manière en ayant contrôle de ce que tu fais. Oui. Et puis après les gens ils peuvent te relayer éventuellement sur les réseaux sociaux parce que là tu t'es renseigné un peu sur les lois qui veulent passer là, ils se parlent de maintenant, si tu fais repérer pour tel ou tel propos, on va dire complotiste ou je ne sais quoi, ils pourront te bannir, soi-disant, dans 6 mois, 1 an, tu vois. De manière, comme des juges, mais en fait, sans passer par la justice. Et est-ce que ça va être facilement, je pense que ça va être facilement contournable, quoi, parce que bon, un VPN, on en parle plus, quoi. Les VPN, avec ça, tu peux très facilement, maintenant, il y a même un député qui l'a démontré récemment avec son smartphone qu'on pouvait se connecter avec des serveurs en Allemagne. Donc, oui, on peut détourner facilement. Et si vraiment la loi devient invivable en France, il faudra, à ce moment-là, immigrer ou vivre en ermite, c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, ils veulent légiférer, mais bon, ils sont complètement dépassés, je pense, en absolu. Oui. Ils peuvent juste retenir un peu la grogne et les censurer, mais bon. Oui, ils font que gagner du temps, c'est. Ouais, je pense. Ils sont dépassés. Il dit qu'ils sont dépassés. Je pense. Vu que ce système s'écroule déjà. Oui, on a dit que depuis 2008 qu'il y a une crise financière qui allait arriver. Bon, finalement, ça aboutit au coronavirus. Et en ce moment, on est face à un effondrement, mais à une renaissance en même temps, à la manière du phénix sur le journal The Economist. C'est-à-dire qu'on a l'ancien monde, qui est le monde des banques, la finance mondiale, qui est en train de s'effondrer et qui notamment qui est symbolisé par les médias traditionnels, c'est-à-dire radio, télé, presse écrite, qui sont rachetés par les banques, mais qui s'effondrent. Et à côté, ceux qui sont en train de se radicaliser, qui gagnent encore plus d'argent et qui essaient de capitaliser au plus en termes de richesse, pour pouvoir s'éloigner le plus possible des futurs ultra pauvres, on va dire, des futurs prolétaires, c'est les géants de la tech dont j'ai parlé dans cette conférence, voilà, dont j'ai parlé là. Et t'as un avis sur Telegram en termes de sécurité? En termes de sécurité, ça reste libre à 100% niveau censure, mais de toute façon, le gouvernement français ont déjà craqué en fait, ont déjà craqué les codes pour voir nos conversations. Donc. Oui, mais c'est un degré assez élevé, comment dirais-je. Il y a pas surveillance, quoi, mais au niveau de la justice, tout ça, je crois qu'ils ne coopèrent pas avec les États et tout ça. Non, c'est pas le cas. Et puis il y a qu'à voir certains comme Rumble qui ont pas plié, mais qui finalement se sont fait censurer. Ils ont bien dit que pour eux la France n'est pas importante. Hein. Donc c'est nous qu'on passe pour des guignols à ce niveau-là. Oui, parce que Rumble maintenant diffuse plus en France. Oui. Oui. Donc vous avez une question? Oui, moi je voulais vous demander dans l'hypothèse où ces gens-là gagneraient avec la 5G, tout ça, qu'est-ce que ça donnerait comme monde? Est-ce que ça serait un monde viable? Au niveau de la santé, non. La santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour nous, nous les humains, qui sont dotés de conscience, d'une certaine sensibilité, plus que les animaux. Et au niveau viable, à long terme, ça va finir. Si on prend ce chemin-là, ça va finir en vraie dystopie, quoi. Ça va être en vraie dystopie. Alors, ouais.
Pas George Orwell, parce que là, lui, il avait défini le totalitarisme avec Goldstein, les oppositions contrôlées. Même pas Aldous Huxley, disons que ça va être, ou même La Servante écarlate de Margaret Atwood. Disons que ça va être plutôt, ça va être plutôt à la Black Mirror. La série Black Mirror, pour ceux qui connaissent. Est-ce que c'est pas des fantasmes c'est exactement ce que je complètement de technocrates complètement... Ah bah bien sûr, mais... Et qu'en fait, t'as le retour du réel, et comme tu dis, il y a tout un tas de métiers, en fait, il y en a des centaines de métiers qui pourront jamais être remplacés par des machines. Ah oui, bah c'est ceux que j'ai cités précédemment, oui. Matériel pour les faire, ces machines aussi. Oui, mais le problème, c'est que les mondialistes ont besoin de l'IA. Ils ont besoin de l'IA parce que eux, pour ça, parce que eux, comme ça, ils le contrôlent. Alors que nous, nous, les êtres humains, on est dotés d'un libre arbitre. L'IA, elle n'a pas de libre arbitre. Elle est codée pour faire telle ou telle chose. Et puis je reviens à ce que les élites mondialistes ont prévu pour nous. On est 8 milliards sur Terre. Ils veulent qu'on soit 500 millions. Et parmi ces 500 millions, c'est les 10% qui veulent pour les métiers dont j'ai cité précédemment qui ne seront pas ubérisés. Ou alors très peu. Est-ce que c'est réaliste de penser de ce que... je sais pas, ça veut dire quoi que l'agriculture sera remplacée par des robots? Et tu dis toi-même que même les téléphones, ils sont en pénurie de matière pour les fabriquer, alors ils ont fabriqué des robots pour faire pousser des lentilles, fabriquer des saucisses. Ah bah oui. Bah on le voit déjà dans les campagnes françaises, c'est-à-dire que on a les financiers et notamment les banques qui se font du beurre sur les agriculteurs qui ont du mal de plus en plus difficultés à vivre. Eux vont être remplacés bien sûr par l'industrie agroalimentaire à force, hein. Et notamment avec les pesticides, ça va devenir de plus en plus impossible de cultiver par soi-même, quoi. Bon, c'est la mort alors. C'est pas, alors c'est soit si on a, il y a deux possibilités actuellement qui s'ouvrent à nous. On a deux chemins principaux. On a le chemin utopique qui fait que soit l'internet va disparaître d'une certaine manière, ou alors il va être. On a deux possibilités. Soit on a un monde utopique qui s'ouvre à nous, qui fait que soit l'internet va disparaître, soit il va être limité à un système de communication performant, mais le moins nocif possible. Ou soit comme le disait Alain Soral, c'est soit la révolte des nations ou la gouvernance mondiale.